Madame, Monsieur, bonsoir. Droits des femmes dans Question d'actu ce soir. Le Maroc et les Marocaines viennent de perdre l'une des plus grandes militantes pour la condition féminine. Aïcha Chenna aura marqué les 60 dernières années par son dévouement, son acharnement et sa lutte constante pour celles que nous n'entendons pas, celles qui souffrent en silence. Les mères célibataires. Les mères célibataires avaient, à travers Aïcha Chenna, une maman qui se battait pour elles et leurs enfants. Elle a été courageuse. Et son association, qu'elle a fondée il y a plus d'un demi-siècle, Solidarité Féminine, est pionnière dans le monde arabo-musulman. La grande dame s'est vue attribuer plusieurs prix. En 1995, le prix des droits de l'homme de la République française et du prestigieux Opus Prize des États-Unis en 2009. Elle a également été faite chevalier de la Légion d'honneur en France en 2013, entre autres distinctions. Mais elle a surtout gagné le cœur des Marocains et celui de leur souverain. Elle avait ainsi déclaré il y a quelques années, je cite, « Sa Majesté le roi Mohamed VI m'a témoigné sa bénédiction et m'a donné la clé de réussite de ma mission. Ses encouragements, sa haute sollicitude et ses gestes magnanimes renforcent ma conviction et me donnent chaque jour la force et le courage de continuer. » Fin de citation. Bien plus qu'un hommage que nous lui rendons ce soir, nous revenons sur ce qui a fait d'elle l'icône des luttes du Maroc moderne. Au nom de Médian TV, nous présentons bien sûr nos condoléances les plus sincères, notre profonde compassion à sa petite et à sa grande famille. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Avec moi sur le plateau, une autre figure de la lutte pour les droits des femmes, Nouzha Srli, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes présidente du groupe de réflexion et d'action AWAL, traduisez la parole. C'est également ancienne ministre du Développement social, de la famille et de la solidarité. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci beaucoup de votre accueil. Merci de la Khadija. Et j'ai également le plaisir d'accueillir par Skype Sonia Tarab, réalisatrice et cofondatrice du collectif Moroccan Outlaws ou du collectif 490 en référence à l'article 490 du Code pénal marocain et qui punit d'emprisonnement d'un mois à un an toute personne de sexe différent qui, n'étant pas unie par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles. Bonsoir Sonia Tarab, merci de vous joindre à nous. Bonsoir, merci de m'avoir avec vous. Alors, mesdames, Madame Srli, tout d'abord un mot sur Aïcha Chenna que vous ne connaissez que si bien. Bien sûr, Aïcha Chenna, c'est une figure féminine, comme vous l'avez dit, irremplaçable. Elle a joué un rôle extraordinaire en accent sur le soutien aux mères célibataires. Ces mères célibataires qui étaient non seulement rejetées par la société, mais rejetées par leur famille et qui se trouvaient sans aucun moyen, ni de pouvoir garder son enfant, ni de pouvoir même survivre pendant la période de la grossesse. Alors, elle leur a tendu une main de maman, comme vous l'avez dit. Elle les a aidés, les a aidés à renforcer leur capacité, à apprendre un métier, à pouvoir garder leur enfant. Et aussi par là même, donc, elle a eu un grand cœur pour ces enfants nés hors mariage, que la loi, malheureusement, auquel la loi ne rend pas justice, et qui sont confrontés à de nombreux problèmes durant toute leur vie. Aïcha Chenna s'est battue énormément pour cette composante sociale à qui elle a donné une voix, comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, je crois que le plus grand hommage qu'on peut rendre à cette immense militante, c'est justement de faire avancer la reconnaissance des droits des mères célibataires, c'est de faire avancer ce problème des grossesses hors mariage, en accordant, disons, le droit à la santé reproductive, y compris le droit à interrompre médicalement la grossesse quand une grossesse est impossible à mener à terme. On dit en cas de viol, d'inceste, mais dans les nombreux cas où les femmes sont mises en situation de fragilité sociale et de vulnérabilité parce qu'elles ont une grossesse qu'elles n'ont pas prévue, qui n'était pas programmée. Allah yarham Aïcha Chenna. Et vraiment, elle a marqué le Maroc des luttes des droits des femmes comme vous l'avez dit, durant ces dernières décennies. Et notre devoir aujourd'hui, notre façon de lui rendre hommage, c'est de continuer à batailler, de continuer à lutter pour que notre pays accorde les droits humains à l'ensemble des composantes de la société, comme le déclare la Constitution marocaine et comme a manifesté la volonté de Sa Majesté le Roi, qui, ne l'oublions pas, effectivement, a soutenu avec force l'action de Aïcha Chenna
notamment pour la mise en place d'un hammam qui est destiné, disons, à donner des moyens matériels à ces femmes, disons, en situation difficile et leur permettre de mener leur grossesse à terme. Mais également, il a toujours été aux côtés de ces femmes en situation difficile et ces enfants en situation difficile pour leur assurer la sécurité et la dignité. Absolument. Voilà, donc, Allah yarham Aïcha Chna. Allahumma amin. Sonia Tarab. Oui, ben, effectivement, grande tristesse suite au décès de Aïcha Chna, de l'unique, la merveilleuse Aïcha Chna. Je n'ai pas grand-chose à ajouter après ce que vient de dire Nizha par rapport effectivement au drame des mères célibataires au Maroc et aux nombreuses tragédies que suscite la criminalisation de l'avortement aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'on doit toujours garder en mémoire Aïcha, son travail, ses paroles, sa générosité, toujours la garder en mémoire et toujours la garder en modèle. Et j'espère que les générations à venir sauront qui elle est et que le Maroc aussi saura la garder dans ses livres d'histoire et dans la transmission. De fait, c'est très important. Oui, de fait, elle a marqué l'histoire du Maroc et aussi elle a marqué l'histoire, j'ai envie de dire, féminine. Mais comment, justement, vous avez parlé de modèle, comment vous, en tant que militante pour les droits des femmes marocaines, comment son parcours vous a peut-être inspiré, vous a aussi aidé à militer pour ce dont vous portez comme message à travers le collectif 490? Au fait, le militantisme de Aïcha Chna était un militantisme à part, c'était un militantisme de proximité, c'était un militantisme vraiment de contact, c'est-à-dire elle accueillait personnellement ces femmes, elle les abritait, elle leur donnait les moyens de s'en sortir, etc. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une mère Teresa. Nous, on n'est pas dans ce militantisme-là, malheureusement, on aimerait, mais on n'est pas dans ce militantisme-là parce que chacune de nous a la carrière qu'elle a et fait ça à côté, bénévolement. Par contre, nous, aujourd'hui, on essaie de continuer ce qu'elle faisait par rapport à faire entendre aussi ses voix, à faire en sorte que les victimes, qu'on ait peu de victimes déjà, et à faire en sorte qu'on n'oublie pas et qu'on n'ignore pas les victimes par rapport à ce qui s'est passé justement dernièrement avec Myriam. Mais d'ailleurs, c'est quand même très symbolique qu'elle soit morte à quelques semaines d'intervalle. Ce qui s'est passé avec Myriam, typiquement, c'est face à l'indifférence générale quand on a vu qu'on en parlait à peine dans les médias. Effectivement, il y a eu le très bon communiqué du printemps de la dignité, etc. Mais on en parlait à peine dans les médias, etc. Et j'ai vu autour de moi que les gens n'étaient pas au courant. Ça a été extrêmement révoltant. Et c'est là où on s'est dit, on doit faire quelque chose. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire, ça va être une caisse de résonance parce qu'on a une plateforme sur les réseaux sociaux avec des centaines de milliers de followers et on arrive à toucher parfois jusqu'à des millions de personnes et voilà, donc on sait faire ça et on l'a fait avec le hashtag Myriam et la journée de deuil et finalement aujourd'hui pour moi c'est ça la meilleure manière de rendre hommage à Aïcha Chna, c'est aussi faire en sorte que les gens regardent cette réalité en face comme elle a su si bien le faire durant toutes ces années, ben nous aussi à travers des moyens plus nouveaux, comme le web par exemple, et on essaie de faire en sorte que les gens sachent ce qui se passe et affrontent la réalité. Vraiment, il faut que les choses se sachent. Oui. Alors, vu que vous avez parlé du cas de Myriam Allah yarhamha, je voudrais juste rappeler un petit rappel des faits, puis nous discuterons de choses beaucoup plus globales concernant les droits des femmes. Vous avez quelque chose à ajouter? Je voulais dire qu'elle était en étroite relation avec le mouvement féminin. Elle disait, moi, je fais ce que je sais faire, c'est que j'aide ces femmes à s'en sortir, mais c'est à vous de changer les lois, c'est à vous de militer pour que toutes ces lois, et c'est à vous les politiques, de faire les choses que moi je ne sais pas faire. Elle le disait souvent et je voulais dire que Aïcha Chna nous a aidés, par exemple en mettant à notre disposition une maison dont elle disposait à l'Ermitage et qui a permis de créer le premier centre d'écoute pour les femmes victimes de violences qui a été créé au Maroc, dont j'ai eu la chance d'être membre fondatrice. Et c'était en 1995. Et à noter que l'association Solidarité Féminine est une sœur jumelle
de l'ADFM, de l'Association démocratique des femmes du Maroc, puisque toutes deux ont été créées en 1985. Donc c'est un combat commun que nous avons mené et nous avons contribué aussi au soutien matériel dans les premières années de Solidarité féminine, même si nous n'avions pas d'argent nous-mêmes, mais nous invitions Solidarité féminine à ramener les produits du restaurant qu'elle avait créé pour soutenir les femmes. Elle les ramenait lors des conférences et on demandait aux gens de consommer à leurs propres frais en leur disant « mangez même si vous n'avez pas faim » parce que c'est par solidarité avec les femmes de Solidarité féminine. Donc je veux dire qu'on a une histoire très très proche ensemble et c'est pour ça que mon cœur vraiment pleure aujourd'hui la mort de Aïcha Chna qui est vraiment une grande perte pour notre pays. Absolument. Ce sont des milliers de cœurs qui pleurent son départ, mais elle reste là et sa lutte et son travail n'est que annonciateur d'un mouvement aussi qui a suivi ces dernières années, qui est représenté par vous, Nzasrli, mais aussi par la jeune génération, en l'occurrence Sonia Tarab. Elles sont nombreuses aujourd'hui à se battre pour que cette condition féminine avance enfin dans notre pays. Et malheureusement, une coïncidence malheureuse du calendrier, quelques jours avant le décès de Aïcha Chna, il y a cette mort d'une adolescente, de Myriam, de 14 ans, qui habite dans la banlieue de Midelt, dans la région de Dra'ata Filalt. Myriam a été violée. Elle a été forcée à avorter. Et elle a rendu l'âme pendant cet avortement, pendant cette interruption de grossesse. Et c'est cela qui a remis, malheureusement, la lumière. Ce malheureux incident a remis en lumière plutôt le débat sur l'avortement. Pourquoi cela vous a-t-il choqué, Sonia Tarab, que les personnes à qui vous avez parlé du cas Myriam, et qu'il y en a des centaines, si ce n'est des milliers par mois, pourquoi cela vous a choqué qu'on n'en entende pas parler? Les médias, on en parlait pourtant. Oui, mais le problème aujourd'hui, c'est que l'information est noyée. C'est-à-dire qu'on est tellement envahi de toutes sortes d'informations et de toutes sortes de divertissements que c'est très difficile parfois que ce genre d'affaires soit mis vraiment au centre de l'information. Avant, peut-être ça aurait fait la couverture d'un magazine ou quelque chose et voilà, et ça aurait eu une ampleur directe juste par un article de presse ou deux. Mais aujourd'hui, on peut plus, les articles de presse malheureusement ne suffisent plus à mettre en lumière ou à susciter suffisamment d'indignation parce qu'il y en a des centaines et des centaines partout dans le monde. Et donc c'est pour ça que nous on essaie d'utiliser des outils différents et des méthodes différentes pour justement sensibiliser et mettre la lumière sur ce genre d'affaires pour que voilà, qu'il n'y ait plus de silence et qu'il n'y ait plus de honte aussi, parce que ça permet de briser aussi un tabou et de libérer la parole et surtout de rendre hommage à Myriam et de la garder en mémoire, qu'elle ne soit pas morte pour rien. Au moins ça, c'est rien du tout, mais c'est au moins quelque chose. L'indifférence générale, pour moi, était inacceptable, intolérable. Et quand vous dites l'indifférence générale, vous faites aussi allusion aux dirigeants, au monde politique, au gouvernement. Vous attendiez une réaction d'un membre du gouvernement dans ce sens pour parler du cas de Myriam Larhma? S'attendre à une réaction serait complètement utopique. C'est-à-dire, on est assez réaliste. On sait très bien qu'il n'y aura pas de réaction si on ne force pas justement cette réaction. D'où cette campagne. Cette campagne, justement, c'est pour forcer les politiques aussi à prendre position, à s'exprimer et aussi en profiter pour demander où on en est. Alors, où on en est, justement? On annonce des réformes et on voit toujours rien. C'est dans l'air, c'est dans les tiroirs. Oui, mais c'était déjà une première depuis la création de votre collectif, Sonia. Vous avez rencontré le ministre de la Justice, Siwebi. C'était en décembre dernier, donc 2 mois après, n'est-ce pas, qu'il ait pris les rênes du ministère. Il y a eu cette réforme du code pénal qui a été retirée du Parlement. C'est la seule actualité qui concerne en tout cas cela. Il y a eu autre chose depuis cette rencontre ou pas? Très bien. Alors entre-temps, donc ce code pénal, ce serait bien qu'on rappelle que le code pénal en vigueur, jusqu'à preuve du contraire, condamne la femme qui avorte de 6 mois à 2 ans de prison. Les personnes qui pratiquent l'avortement
ou l'acte d'avorter ou l'acte d'interrompre médicalement la grossesse de 1 à 5 ans de prison. Quelles sont les alternatives justement à cet article de la loi? Écoutez, laissez-moi d'abord vous dire que cette jeune Merim a subi une violation multiple de ses droits humains. Tout à fait. Elle a été violée, oui. Elle a été exploitée sexuellement, elle a été tuée et elle a subi un avortement clandestin. Et moi, je ne comprends pas pourquoi le seul point qui sort, comme si c'était le seul crime qui a été commis à son égard, c'était l'avortement clandestin. C'était l'avortement à tel point qu'on a vu sa mère, sa propre mère, mise en prison alors qu'elle vient de perdre sa fille. Je ne dis pas je ne l'absous pas, mais je dis cette mère qui vient de perdre sa fille, victime de viol, d'exploitation sexuelle, de mort et d'avortement sexuel, qu'elle soit poursuivie pour l'avortement sexuel, ça me choque profondément. Donc ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, il y a eu un arbitrage royal sur cette question. En 2017, après avoir suscité des combats et des luttes et des actions pour la visibilisation de ce drame qu'est l'avortement clandestin et dans lequel il y a des centaines, voire des milliers de victimes chaque année. Donc Myriam, c'est la partie visible de l'iceberg et qui devrait secouer nos consciences pour nous dire qu'il y a eu des évolutions sociologiques dans notre pays, que l'âge du mariage aujourd'hui il est de 32 ans pour les garçons et de 27 ans pour les filles, qu'il y a des études, une enquête officielle du ministère de la Santé qui nous dit que les activités sexuelles commencent pour les garçons à 16 ans et demi et pour les filles à 18 ans. Donc l'activité, les relations sexuelles hors mariage sont légion dans notre pays et la cause que défend le collectif 490 avec la question de l'avortement sont étroitement liées. Comment voulez-vous légaliser l'avortement alors que les relations sexuelles hors mariage restent hypocritement interdites et alors qu'elles sont monnaie courante? Mais parce qu'on pourrait réfléchir et se dire pourquoi est-ce qu'il y a un tel recul de l'âge au mariage? Eh bien, ce sont les mêmes qui sont opposés aux relations sexuelles hors mariage, qui sont favorables à la sanction des relations sexuelles hors mariage, qui sont favorables à l'interdiction stricte de l'avortement. Ce sont les mêmes qui créent les barrières à ce que le mariage se fasse plus tôt. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est l'homme qui doit entretenir la femme. Or, nos jeunes, à l'âge de 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, etc., n'ont absolument pas les moyens de prendre en charge une famille. Tout à fait. La prise en charge d'une famille doit être le rôle de l'homme et de la femme, de la fille et du garçon ensemble, qui doivent construire leur vie ensemble et non pas attendre que le garçon arrive à 32 ans et qu'il ait pratiqué pratiquement 16 ans de relations sexuelles hors mariage, dans lequel la société l'encourage, en lui disant c'est normal. Mais surtout qu'il n'assume aucune responsabilité. Au cas d'une grossesse, quelle est la responsabilité de l'homme? Elle lui garantit la société, la loi lui assure l'impunité pour les relations sexuelles hors mariage. Elle lui assure qu'il ne va assumer aucune responsabilité dans la grossesse qui va en décider. Elle ne lui donne même pas la formation. Nous, quand on réclame l'éducation sexuelle, ce n'est pas pour parler de sexualité dans le sens que certains imaginent, mais c'est pour montrer les conséquences de la relation sexuelle et pour apprendre aux garçons, aussi bien qu'aux filles, à assumer une responsabilité et à savoir que quand on pratique la relation sexuelle, eh bien, les suites qui en découlent sont une responsabilité grave, aussi bien pour la fille que pour le garçon. Donc on éduque les jeunes à comprendre ce qu'est la santé sexuelle et reproductive, ça veut dire quels sont les moyens de contraception, c'est-à-dire qu'on leur donne les outils pour pouvoir ensuite mettre en œuvre, chacun selon sa morale et selon ses valeurs, à mettre en œuvre la vie qu'il va avoir. Mais on ne peut pas uniquement s'enfermer dans des considérations morales en disant les relations sexuelles hors mariage sont interdites et sanctionnées par la loi. Et on sait que ce sont les filles qui sont sanctionnées, pas les garçons. Pas les garçons. Surtout, non, mais elles sont sanctionnées même si elles sont violées. Ce que je veux dire, et c'est bien que vous le rappeliez, même si la fille est violée, elle doit en plus épouser son violeur. C'est-à-dire qu'il pourra exercer sur elle des viols répétitifs, mais aux yeux de la loi et de la société et de la famille,
C'est Je vous halal. remercie. Enfin, l'article 475 qui avait fait tellement de bruit C'est cela. a été annulé. Mais dans la réalité, aujourd'hui, il y a d'autres formes. C'est ça. Il y a la forme sous le mariage urfi. Donc le mariage par la Fatiha. Par le mariage par la Fatiha, un jeune homme épouse une fille de 17 ans, de 16 ans, de 15 ans, une mineure, ou même de 18 ans, mais il n'assume aucune responsabilité à son égard. Et nous avons vu énormément de jeunes filles qui sont mariées par la Fatiha, particulièrement dans le monde rural et dans les régions, disons, défavorisées, et qu'après avoir passé un certain temps, eh bien, si elle a une grossesse, elle l'assume toute seule. Oui. Alors tout ça, le moment est venu de mettre de l'ordre dans tout ça. Et avant de parler d'avortement, il faut parler de justice à l'égard de toutes ces filles et de ces garçons et des enfants qui viennent de ces mariages. Quant à l'avortement, malgré l'arbitrage qu'il y a eu de Sa Majesté le Roi pour dire qu'il fallait trouver des solutions pour que l'avortement devienne purement une question de santé, C'est ça. qui concerne la femme et concerne le médecin, c'est ça la logique, c'est ça le principe qu'on doit admettre. Personne n'a le droit d'imposer à une femme une grossesse qu'elle ne peut pas assumer. C'est à elle de décider, effectivement, si elle est violée, si elle est victime d'inceste, si elle a une grossesse hors mariage, si elle est mineure. Elle ne peut pas assumer cette grossesse. Donc on ne doit pas Non, lui mais dire... le fait de l'assumer selon la loi aussi, c'est que son violeur l'épouse, même si l'article 475 a été justement revu ou annulé. Il a été- Mais dans la pratique, Zasreli, vous en conviendrez que, effectivement, pour sauver l'honneur et pour peut-être même rattraper plus ou moins l'erreur, ce qu'ils appellent l'erreur de ces jeunes, on invite à ce que il y ait mariage pour camoufler tout cela. Bien justement, il est temps qu'on respecte les droits humains des femmes et qu'on respecte le corps des femmes, qu'on reconnaisse que le corps des femmes leur appartient à elles et qu'on cesse de vouloir contrôler le corps des femmes, donc par des bien-pensants, par des bienséants, parce qu'aujourd'hui, une femme qui ne peut pas avoir un enfant, qui ne peut pas assumer une grossesse, elle n'a pas d'autre choix que de recourir à l'avortement. Et rien au monde ne pourra obliger une femme qui ne peut pas garder un enfant, rien au monde ne pourra l'obliger à garder cet enfant. Elle va recourir à l'avortement clandestin au détriment de sa santé, au détriment de sa vie, comme c'est le cas pour Myriam. Et même sa mère, qui est sa propre mère, a été obligée de recourir à cette grossesse, à cet avortement clandestin, parce que justement, il y a le poids de l'honneur, le poids de... Et ça suffit. L'honneur ne se trouve pas uniquement, comme on dit, dans le corps d'une femme. La femme n'est pas là pour l'honneur, elle est là pour vivre sa vie, pour avoir le respect de ses droits humains. Les mêmes principes qui sont appliqués aux hommes doivent être appliqués aux femmes. Respecter les droits humains des femmes et respecter le corps des femmes et reconnaître que chaque personne, Dieu nous a créés chacun dans un corps pour que le corps dans lequel nous vivons nous appartienne. Oui. Et que cette loi aussi appartienne ou qu'elle soit au moins en adéquation avec la réalité de la société. Ce qui est, vous avez parlé tout à l'heure d'hypocrisie, ce qui est une hypocrisie aujourd'hui flagrante. Sonia Terab, où en est justement cette lutte? Bon, on parle de cet article 490, une réforme du code pénal qui tarde à voir le jour. Pourquoi, selon vous, et quid aussi de ces femmes, tout simplement, qui sont victimes de violences sexuelles? Là, on ne parle même pas de légaliser l'acte sexuel hors mariage, mais on parle aussi de préserver le droit de ces femmes victimes de violences sexuelles. Elles peuvent être d'ailleurs mariées, hein. Elles peuvent être mariées et subir un viol. Au fait, justement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, aujourd'hui, une femme victime de viol, quand elle va porter plainte, c'est très difficile de prouver le viol. Partout dans le monde, c'est très difficile. Et au Maroc, encore plus. Donc, quand elle va porter plainte, la première chose qu'on lui dit, c'est « fais attention, parce que si on n'arrive pas à prouver le viol, on va te mettre en prison pour relations sexuelles hors mariage. » Et du coup, elle part en courant, parce que le risque est trop gros, et ces choses arrivent. Ces choses arrivent, on a des témoignages où ces choses arrivent. Donc nous,
On est là, justement, on n'est pas là pour dire on veut légaliser le sexe, olé olé dans la rue, etc., la liberté sexuelle, etc. Pas du tout. Nous, on a un discours qui est très, très pragmatique et qui dit on veut une justice en faveur des femmes, plus en faveur des femmes. Aujourd'hui, la justice marocaine, les lois marocaines mettent les femmes en situation de vulnérabilité quotidienne et totale. C'est-à-dire toutes les femmes victimes de violences aujourd'hui n'ont aucune manière d'être protégées. Et le cas de Myriam aussi est flagrant parce que, comme l'a dit Nosra, la seule personne qui doit être en prison, c'est le violeur. On est bien d'accord. Donc aujourd'hui, déjà, donc on a cet argument-là qui est très important de justice en faveur des femmes et de justement faire en sorte ou protéger les femmes davantage par les lois et non pas les mettre en danger par ces lois. On a aussi l'argument de dire que ces lois ont été à la base implémentées par le colon. Je parle notamment de l'article 490 ou l'article 222. Donc ces lois ont été implémentées par le colon à l'époque du protectorat. Donc même l'argument loi islamique et c'est l'islam et tout. Donc il y a moyen de le contourner aujourd'hui et on voit de plus en plus aussi de politiques utiliser cet argument, ce qui est très bien. Et effectivement, on a aussi l'argument de la société qui évolue, la jeunesse aujourd'hui, la fuite des cerveaux, c'est-à-dire qu'il y a énormément de Marocains, de jeunes Marocains qui préfèrent quitter le Maroc au lieu de vivre dans un pays où ils se sentent constamment mis en danger, où ils se sentent constamment non protégés, où ils vivent avec une épée de Damoclès sur la tête. On a des prisons qui sont pleines à craquer, alors que l'argent public ferait mieux de voir ça aussi, d'aller dans d'autres choses qui sont plus importantes. Et voilà, donc il y a quand même une multitude aujourd'hui d'arguments en faveur de cette réforme. On est très heureuse aujourd'hui parce qu'effectivement le débat maintenant est lancé. On parle de plus en plus du 490. Toutes les associations féministes aujourd'hui sont d'accord pour dire qu'effectivement la réforme du 490 est aussi une réforme dans le sens du féminisme et dans le sens du droit des femmes. Et on espère que ça va se faire. On espère que ça va se faire. Moi, je pense que une des raisons qui nous ont aussi poussé à faire la campagne Myriam, ça a été de se dire au moins les réformes, elles sont annoncées, elles sont dans l'air. Donc à nous de mettre la pression, à nous de faire du bruit, à nous de vraiment nous positionner et dire bon qu'est-ce qu'on fait quoi maintenant? Allez, dites-nous on fait quoi? Parce que c'est la seule manière. Sinon, tout le monde reste dans une paralysie complaisante, hypocrite, d'autocensure. Personne ne fait rien et au bout d'un moment, c'est rageant. Et on entend cette rage dans votre discours, Sonia Tsarab. Oui, nous avons une chose très importante que vient de dire Sonia, c'est la question de les femmes qui veulent porter plainte pour viol. Elles sont souvent, on les accuse, comme on n'arrive pas à trouver la preuve comme quoi il s'agit d'un viol, on les inculpe pour relations sexuelles hors mariage en disant... Et donc, ce qui explique qu'il y a un taux d'après le HCP, d'après le Haut Commissariat au Plan, l'enquête nationale qu'il a fait en 2019, il n'y a que 3% des femmes victimes d'agressions sexuelles ou de viols qui portent plainte. Parce qu'elles ont toutes les chances de voir leur plainte se retourner contre eux. Donc, si ce n'est pas de l'encouragement ou de la complaisance à l'égard des violeurs, comment est-ce pourquoi est-ce que c'est un sexisme de la société ou du législateur? La culture sociétale, je vous l'ai dit clairement, la culture sociétale, le non-dit de la société, c'est que les hommes, c'est normal qu'ils aient une relation sexuelle. Les hommes, c'est des hommes. Ils ont une relation sexuelle, c'est tout à fait normal. Mais les filles, non. Parce que les filles, elles doivent préserver leur... hymen. Donc, alors, c'est de la... je vais dire, c'est de la schizophrénie. Non, parce que je ne veux pas insulter les malades de schizophrénie. Je veux dire, c'est un illogisme total. Parce qu'avec qui veut-on que ces hommes aient des relations sexuelles? Puisque les hommes doivent pratiquer des relations sexuelles pour montrer leur virilité, ça fait partie de leur être. La société l'accepte parfaitement, mais elle refuse totalement que les femmes en fassent autant. Alors, quelle est la conséquence? La conséquence, on me l'a dit dans un amphithéâtre de la faculté de Casablanca, on me l'a dit avec une voix honteuse mais réelle, en me disant « Mais madame, il ne nous reste plus que les enfants. » Et les animaux. Je suis triste de le dire. Mais voilà ce à quoi nous renvoie cet esprit illogique
dans Et à la l'égard de la zoophilie sexualité. existe chez nous. Enfin, je veux dire, on ne va pas se voiler la face. La zoophilie La existe au Maroc. zoophilie, régulièrement, il y a des scandales qui éclatent. Tout à fait. Mais alors, arrêtons. D'abord, instaurons une culture différente, qui est une culture de l'égalité. Et l'égalité, ça veut dire favoriser aussi un mariage plus jeune. Ne pas rester les hommes à 32 ans. Les hommes, ils ne demandent pas mieux que se marier. Mais il leur faut les moyens. Ils n'ont pas les moyens matériels de se marier. Et les filles aussi ne demandent pas mieux que de se marier. Mais en parlant de mariage... À un âge majeur, pas à un âge de 16 ans et 17 ans. En parlant de mariage, justement, le mariage des mineurs à Madame Sqali, je vais revenir à ces chiffres du ministère. Quelques 19 266 demandes de mariage de mineurs ont été déposées. Sur les 19 000, 13 000 dérogations ont été délivrées. Hein. Oui. Donc là, on fait fi de la réforme de 2011 de la Moudouana, du Code de la famille. Ces chiffres n'incluent pas, et vous l'avez cité à juste titre tout à l'heure, les mariages coutumiers ou les mariages par le Fatiha. Voilà. Adam, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Voilà. Et on fait quoi pour ce mariage des mineurs? Pourquoi aujourd'hui, nous sommes en 2022? Alors certes, il faut rendre à César ce qu'il y a à César, ces chiffres sont en baisse. Depuis 2018, qui était autour de 30 000, les chiffres sont en baisse. Mais on est encore autour de 13 000. Ce sont des chiffres d'autorisation, mais c'est pas des chiffres de dérogation. Mais même ces dérogations n'ont pas lieu d'être si on se réfère à la Moudouana de 2011. D'accord, mais il faut se poser la question, est-ce que ces chiffres de dérogation ont diminué au profit des mariages qui sont non déclarés, qui sont par la Fatiha, qui sont par les mariages coutumiers, disons? Il faut se poser cette question. Du moment qu'il n'y a aucune sanction qui est appliquée à l'égard des hommes qui recourent au mariage traditionnel, du moment qu'on ne met pas les garde-fous, s'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'interdiction. Aujourd'hui, il n'y a pas de sanction à l'égard du mariage précoce. Même la loi 103/13 qui a prétendu avoir pour la première fois sanctionné le mariage des mineurs, elle a dit oui, à condition qu'il soit exercé avec violence. Alors que le mariage en soi, le mariage des mineurs, nous l'assimilons à un pédomariage, c'est-à-dire c'est une atteinte aux droits humains des enfants, et donc il devrait y avoir une sanction, quel que soit le moyen auquel on recourt pour se marier avec ces jeunes filles. Donc le mariage, effectivement, des mineurs, s'il n'est pas pénalisé, il ne va pas disparaître. Et cela, est-ce qu'il implique une révision de la Moudouana qui donne quand même plus ou moins une dérogation, en tout cas ça a été détourné ainsi, qui permet le mariage des mineurs? La Khadija, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, si on veut faire une réforme du Code de la famille, c'est une excellente nouvelle et c'est vraiment une nécessité, mais il faut parallèlement aussi faire une réforme parallèle du Code pénal. Oui. Parce que s'il n'y a pas de pénalisation, s'il n'y a pas de pénalisation contre la polygamie c'est la même chose, et on va recourir au mariage par la Fatiha pour justifier une polygamie sans avoir averti la femme, sans avoir appliqué toutes les garanties qui se trouvent au sein du Code de la famille. Donc ce qui fait aujourd'hui, si on n'instaure pas des sanctions en disant toute personne qui aura, même le mariage urfi n'a plus lieu d'être. On a une loi, il faut appliquer la loi. On ne peut pas, personne n'a le droit d'aller se cacher derrière la religion pour exercer des injustices à l'égard des filles et des femmes, et pour violer la loi. Oui. On ne peut pas, au nom de la religion, dans laquelle on peut faire des shahadats ce qu'on veut, on ne peut pas utiliser la religion ou l'instrumentaliser pour faire la polygamie, pour faire le mariage des enfants, sans qu'il y ait, en étant autour de la loi, en contournant la loi. Donc, pour peut-être résumer, sans la révision du Code pénal, aucune réforme de la Moudouana ou du Code de la famille n'est envisageable. Je préfère en tout cas, elle ne peut être. Je préfère le dire de façon positive. Oui. C'est-à-dire de dire nous avons besoin d'une réforme profonde du Code de la famille et il est nécessaire de procéder à une réforme parallèle du Code pénal pour le moderniser, parce que le Code pénal, c'est ce qui concerne l'avortement, ce qui concerne les relations sexuelles hors mariage, ce qui concerne toutes ces violations de ce qu'il y a dans le Code de la famille, est sanctionné par le Code pénal. Donc le Code pénal doit être... Il n'a jamais été revu la partie qui concerne les droits des femmes, qui concerne la famille, qui concerne les relations au sein de la famille, sont toujours sous le titre de atteinte à la moralité publique, atteinte à la morale et à l'ordre des familles. À l'ordre des familles. Donc on ne cherche pas à protéger les femmes. Par exemple, le viol n'est pas sanctionné comme étant une atteinte
à l'intégrité physique ou morale d'une femme, il est considéré comme une atteinte à la moralité publique et à l'ordre des familles. Donc ça doit changer. Comment on va changer le code de la famille et le moderniser et garder un code de la famille qui date, comme l'a dit tout à l'heure Sonia, qui date des années du protectorat, en fait, qui a été mis en place en 1956, peut-être 58, je pense. Oui. 58, c'est-à-dire juste dans les lendemains de l'indépendance. Donc ce code doit être modernisé et revu en fonction des valeurs de la Constitution et des engagements internationaux du Maroc. Il s'agit aussi bien du code de la famille que du code pénal. Tous les deux doivent avancer en parallèle. Eh bien, le code pénal en vigueur, justement, sur cet aspect juridique, que propose le collectif 490 ? Quelles sont, en tout cas, les révisions à apporter selon vous et sont-elles réalistes ? Ben, nous, on a tendance à demander la lune pour espérer avoir... Enfin, je sais pas c'est quoi la suite de l'expression, mais en gros, nous, on demande l'abrogation claire et simple de l'article 490, la légalisation de l'avortement, l'abrogation de l'article 222, enfin toutes les lois qui criminalisent les libertés individuelles. Et voilà. Après, on est ouvert au compromis, on va dire, s'il est nécessaire. Je vois pas comment on peut amender l'article 490. Il va falloir faire des entourloupes je sais pas. Le ministre avait parlé de bracelets ou d'amendes ou des choses comme ça. Honnêtement, je vois pas l'intérêt. Mais bon, ça sera déjà une toute petite victoire. Et en deuxième lieu, l'avortement, effectivement, si on peut ajouter aux recommandations royales, si on peut juste ajouter cet amendement de la santé psychologique et financière de la femme, ça ouvrirait quand même, ça résoudrait quand même pas mal de problèmes au lieu d'une abrogation totale, en fait, d'une légalisation totale. On se contenterait aussi de ça parce que ça va laisser quand même la latitude aux médecins de faire des avortements dans de meilleures conditions et dans la légalité et surtout que aujourd'hui, encore une fois, quand on revient à cette affaire de viol, à ce cas de viol, une femme violée, c'est comment prouver le viol pour se faire avorter? Ça n'a aucun sens. C'est vraiment, on nage en plein délire là. Donc il faut vraiment, au bout d'un moment, c'est comme disait Nouzha, l'un ne va pas sans l'autre. Les deux aujourd'hui, que ce soit le code de la famille ou le code pénal, l'un ne va pas sans l'autre. Mais encore faut-il aussi que, admettons que cette personne, parce que finalement, je pense qu'elle est forcée aussi à interrompre cette grossesse. Au-delà de la loi, mais aussi il faut que la société suive. C'est pour ça que je parlais de réalisme tout à l'heure. Est-ce que la société est prête à accepter une mère célibataire aujourd'hui ? Et ça nous ramène au combat de Aïcha Chenna, qui se battait non seulement pour réintroduire ces femmes dans la société, en leur donnant accès à une formation pour avoir un métier et une autonomie financière en l'occurrence, mais aussi à garder leurs enfants, parce qu'elles ne pouvaient pas le garder, peut-être pas pour des raisons financières, mais aussi sociétales. Donc en l'occurrence, comment changer les mentalités? Vous représentez la société civile. Est-ce que vous avez déjà senti qu'il y a une évolution des mentalités chez nous? Et je parle d'une large frange de la société, pas simplement d'une partie ou de certaines villes, grandes villes, en l'occurrence l'axe Casablanca, Rabat, peut-être un peu Marrakech-Tanger. Moi, je pense sincèrement qu'il y a une évolution de la société. Nous, déjà, ce qu'on pense, c'est qu'on veut changer les lois et que les mentalités suivront. Elles changeront pas du jour au lendemain. Ça sera peut-être dans une génération ou 2 générations, 3 générations. Mais au moins, nos enfants vivront dans un Maroc quand même beaucoup plus juste. Voilà, où il y a une vraie justice, surtout les filles. Après, nous, honnêtement, je pense, on considère qu'il y a une évolution des mentalités déjà par rapport à la jeunesse. Et puis, le Maroc s'urbanise. Donc, quand on parle de grands axes, de grandes villes, il y a de plus en plus de villes, il y a de plus en plus de gens qui habitent dans des villes. Et les gens aussi, on marre face à l'hypocrisie. Les femmes sont très en colère. Et nous aussi, ce qu'on réussit à faire aujourd'hui avec nos campagnes, et on l'a vu avec Myriam, c'est qu'on arrive à ce que vraiment ça touche l'opinion publique. Par exemple, le hashtag Myriam, l'image verte avec le hashtag Myriam, a été partagé par énormément d'influenceurs, de stars, d'acteurs, avec des millions de followers. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire aujourd'hui, que des personnalités publiques prennent aussi position
et disent et fassent aussi ce travail d'avertir les gens, etc. Et c'est ce qui a créé aussi, c'est ce qui a déclenché aussi l'indignation. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à faire évoluer les choses. Mais il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir les dire. Et ça passe aussi aujourd'hui par les outils mis à notre disposition. Il faut savoir les utiliser, à savoir les réseaux sociaux. On ne peut pas faire fi de ça, on ne peut pas. Mais les utiliser de manière efficace. Oui. Nous avons peut-être une réaction pour qu'on passe aussi deux choses au droit à l'héritage. Oui, bien sûr. Premièrement, la question de la dépénalisation des relations sexuelles hors mariage. Quand on dit, moi je ne vois pas comment, comme l'a dit Sonia, comment on pourrait modifier cet article 490. Il faut l'éliminer, tout simplement. Mais quand on élimine l'article 490, c'est pas qu'on adopte en disant nous vous appelons à avoir des relations à tour de bras. C'est pas un appel à la débauche. Pas du tout. Et ça n'empêche pas qu'il y ait des principes moraux, que les gens conservateurs sont conservateurs, que les gens qui pratiquent ces choses parce qu'elles ont des conditions données, eh bien elles le font, et si elles font un manquement par rapport à la religion ou par rapport à autre, c'est leur problème individuel. Ce qu'on va demander, c'est que les gens ne vont pas venir faire leurs relations sexuelles en plein boulevard. Ça, il n'en est absolument pas question. Mais par contre, les libertés individuelles, c'est chacun qui assume ses actes à condition de ne pas porter atteinte à d'autres membres de la société. Donc ce qui fait, on interdit la violence à l'égard des femmes de façon stricte. Le viol est strictement interdit, la violence à l'égard des femmes est strictement interdit. Et le reste, c'est chacun selon les valeurs qui n'ont pas besoin de loi pour être appliquées. Qui sont des valeurs à l'égard des libertés individuelles. Alors ce que vous dites, en fait, il faut annuler cet article. Il ne faut pas qu'il y ait de pénalisation parce que pas de pénalisation. Parce que c'est injuste, parce que c'est discriminatoire, parce que l'article 490 ne s'applique qu'aux femmes. Et la différence, la discrimination entre les hommes et les femmes est interdite par la Constitution, elle est même interdite par la loi. Donc quand vous voyez un article qui en fait ne s'applique qu'aux femmes, parce que c'est elles qui vont aller se plaindre de viol, c'est elles qui subissent le viol, c'est elles qui subissent le harcèlement sexuel, c'est elles qui subissent les grossesses hors mariage, et c'est elles qui sont susceptibles de recourir à l'avortement clandestin. Donc tout cet arsenal juridique est c'est un arsenal anti-femme. C'est pour contrôler la vie des femmes et contrôler le corps des femmes. Ça suffit. Toutes ces lois-là, liberticides, et particulièrement à l'égard des femmes, doivent être abolies, parce qu'elles sont d'un autre temps. Maintenant, deuxièmement, sur la question de l'avortement, qui est une question éthique et médicale, qui n'est pas simple. Personne n'aime l'avortement, mais l'avortement, c'est une solution la moins pire, en quelque sorte, quand il y a quand il y a le viol, qui est non souhaitable, quand il y a l'inceste, quand il y a une grossesse hors mariage, quand il y a des abus, parce que vous savez que 86% des femmes des mères célibataires déjà, ont eu une promesse de mariage. Donc ce sont des femmes abusées qui se sont retrouvées enceintes alors qu'elles pensaient qu'elles allaient se retrouver mariées avec un monsieur qui leur a promis un foyer, et merveilles, etc., avec un foyer. Donc tout ça, l'avortement, chaque pays a trouvé une solution à sa façon. On se l'a dit, aux États-Unis, il y a des États qui pénalisent aujourd'hui l'IVG. Parlons par exemple des pays avancés. Dans la plupart des pays avancés dans le monde, l'avortement est autorisé. Ce que je veux dire, c'est que ce débat sur l'avortement aujourd'hui, compte tenu de la position de certains pays, est en train de régresser. Non, c'est vrai. Parce que c'est un des arguments qu'on peut. Est-ce que vous savez que la Turquie légalise totalement l'avortement, sans obstacle. La Tunisie, il en va de même depuis 1973. L'Égypte, elle a légalisé l'avortement en cas de viol. Le Bahreïn. Encore faut-il prouver. En cas de viol, mais quand on dit en cas de viol, on se montre intelligent. Parce que si on attend qu'il y ait un procès pour condamner l'homme pour viol, il aura déjà inscrit à l'école et il n'aura pas encore eu le jugement. Donc ce qui fait, on ne peut pas faire autrement que de faire confiance à la femme. Très bien. Et également, il y a Bahreïn qui dit l'avortement est autorisé à condition qu'il soit conseillé par un médecin. C'est des façons de contourner, de préserver un petit peu la moralité. On dit, bon, c'est entre elle et son médecin. Si le médecin lui conseille de faire l'avortement, effectivement, le médecin peut le conseiller. Dans quel cas? Dans le cas où la santé est en danger. Quelle est cette santé? La santé, elle est définie par l'OMS comme étant la santé physique, la santé psychologique et la santé sociale, le bien-être social. Donc, une femme, par exemple, qui est mère célibataire, elle ne peut pas assumer, elle est chassée de sa maison.
parce qu'il y a l'honneur. Donc elle est chassée de sa maison, elle ne peut pas garder cette grossesse. Elle aimerait beaucoup avoir le grand bonheur d'avoir un enfant, mais la société ne l'autorise pas. Donc elle est obligée de recourir à l'avortement, elle n'a pas d'autre choix. Sinon elle va aller le mettre au monde dans un coin et on va le retrouver dans une poubelle mangée par les chats. Est-ce que c'est ça qu'on veut? On ne peut pas vouloir ça. Et j'ajouterais, même l'Iran, je dis bien l'Iran, eh bien s'il y a 16 semaines de grossesse, avant 16 semaines, elle a le droit d'avorter parce que selon le fiqh, l'âme n'est insufflée qu'au bout de 16 semaines. Donc chacun cherche une solution qui est adaptée à ses propres besoins. Je dirais l'Algérie aussi, ils ont dit en cas de malformation ou en cas de viol, en relation avec le terrorisme, quand il y avait les viols. Ouais. Donc chaque pays trouve sa solution. Pourquoi nous, est-ce qu'on va rester parmi les pires pays au monde pour autoriser l'avortement? Est-ce que Myriam n'avait une fille de 14 ans à Ibadallah qui a été violée, est-ce qu'elle n'avait pas droit à un avortement légal au sein de l'hôpital? Est-ce que sa mère n'aurait pas dû avoir le droit de prendre sa fille et de l'emmener à l'hôpital en disant « c'est une enfant, elle a été violée, qu'est-ce qu'on va faire ?» Eh bien, l'hôpital devrait avoir le droit de l'avorter. Il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit aujourd'hui d'avorter, même quand il y a une malformation profonde, même quand il y a un viol, même quand une fille est enceinte de son père. Ils n'ont pas le droit de procéder à l'avortement. Est-ce que c'est juste? C'est une injustice. De 1 à 5 ans de prison. C'est une injustice envers la fille, et c'est une injustice, la femme, ou la fille, et c'est une injustice envers l'enfant à venir. Comment est-ce qu'il va venir cet enfant qui va dire « mon père, c'est mon grand-père » Quelle horreur. Ou qui va dire « mon père a violé ma mère » Quel avenir on lui préserve? Est-ce qu'on lui préserve ses droits, comme c'est dit dans la Constitution? Est-ce qu'on lui garantit qu'il aura une dignité égale à celle de tous les enfants du Maroc? Non, on ne lui garantit pas. Alors, ouvrons nos cœurs. N'attendons pas que des Myriam meurent, n'attendons pas que toutes les femmes qui ont subi des souffrances et que Aïcha Chna a aidé, qu'elle a porté à bras le corps, les femmes et les enfants, n'attendons pas qu'ils soient dans cette situation. Assumons en tant que société d'enlever la loi là où il ne faut pas qu'il y ait la loi et de mettre de la loi quand il s'agit effectivement de protéger nos femmes et nos filles contre les violences, contre le viol et contre tout ce qui porte atteinte à leur vie. Sonia Tserab, est-ce que vous avez engagé le dialogue avec le reste de la société? Donc, vous avez été reçu au ministère par la conseillère du ministre en décembre dernier, mais qu'en est-il des autres pans de la société? Est-ce que le dialogue a été, par exemple, est-ce qu'il a été enclenché, j'ai envie de dire, avec le Conseil des Oulémas, avec d'autres acteurs, j'ai envie de dire, du changement dans notre pays, compte tenu bien sûr de la spécificité ou des spécificités marocaines? Au fait, maintenant que effectivement il y a cette réforme du code pénal dans l'air depuis quelques mois maintenant, ce qu'on souhaite, c'est relancer la pétition qu'on avait fait auparavant, on avait commencé à récolter les signatures, etc. Mais bon, déjà à l'époque, c'était la réforme du code pénal, l'ancienne réforme du code pénal qui n'incluait pas les libertés individuelles, à part les recommandations sur l'avortement. Donc, on espère que cette nouvelle réforme va les inclure. Mais en même temps, c'est aussi un moyen de mettre pression politiquement et juridiquement en utilisant un outil qui nous est garanti par la Constitution, à savoir le droit à la pétition. Donc, quand on avait fait ça en 2020, on a été coincé par le Covid et aussi on nous a dit que ramasser les signatures de manière digitale au fait n'était pas légal, ce qui est complètement aberrant parce que il y a un portail avec les symboles du royaume, etc. Qui semble tout à fait légal, mais on nous dit qu'au fait non, on n'a pas le droit de ramasser. On nous l'a dit bien après, alors qu'on avait déjà amassé 2000 ou 2500 signatures. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Vous savez pourquoi je vous dis cela? Rien à voir, ça a à voir avec l'héritage, parce que selon, par exemple, le Conseil national des droits de l'homme, dit 44% des Marocains s'opposent à la révision du droit de l'homme. Ça, c'est une enquête du CNDH. Du droit, successoral. Merci, Madame Sqali. Et environ 22 personnes interrogées ont refusé d'exprimer leur opinion. Donc là, on est autour de 66%. Donc déjà, c'est pour ça que je parlais d'engager le dialogue aussi, de voir ce que pense cette partie aussi de la société. Parce que ça peut aider aussi dans une lutte.
Bien sûr. Non, mais de toute façon, une fois qu'on relance la pétition, il est prévu justement d'engager plusieurs dialogues de ce style-là et j'espère que ça va donner lieu parce que de toute manière, l'idée, c'est encore une fois de provoquer le débat. Donc oui, tout à fait, c'est prévu. Mais la radio, Ok. il faut quand même Un dernier mot, beaucoup- Nuzha Sqli. il faut accorder une grande importance aux 34% qui sont favorables au changement. Oui. Parce qu'au vu de tout ce qu'on nous a raconté pendant des décennies et décennies, en nous disant qu'on ne pouvait pas prononcer un seul mot sur l'héritage, sous peine d'être classé disons, contraire à la religion, Ou de l'hérésie, oui, absolument. Eh bien, le fait qu'aujourd'hui, il y a 34% des Marocaines et des Marocains qui sont favorables au changement, c'est un grand progrès. Et on peut, je pense, disons, se baser sur ces 34% et informer davantage et ouvrir davantage le débat pour savoir que personne, encore une fois, n'a le droit de se cacher derrière la religion pour perpétrer des injustices à l'égard des femmes et à l'égard... Nous devons absolument arrêter de dire que c'est la religion, se cacher derrière la religion pour couvrir des injustices. Et aujourd'hui, la réforme que nous attendons, eh bien, qui a été annoncée brillamment par Sa Majesté le Roi et qui nous a vraiment ouvert beaucoup d'espoir. C'était le 30 juillet dernier. Le 30 juillet dernier, dans le discours de la fête du trône. Il est absolument nécessaire que cette réforme soit globale et qu'elle mette en œuvre le contenu de la Constitution en matière d'égalité homme-femme et qu'elle clarifie aussi le référentiel pour le Code de la famille qui doit être un référentiel universel comme s'est engagé à cela le Maroc, en matière d'égalité homme-femme, pour la égalité sur la tutelle, égalité pour la garde des enfants. L'égalité en héritage doit être également discutée et avec ouverture d'esprit et sans se cacher encore une fois derrière l'opinion publique qui ne demande pas mieux que de comprendre et de mettre en œuvre l'égalité, parce que l'égalité c'est la justice. Et Dieu, dans le Coran, c'est interdit l'injustice. لَقَدْ حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلْمَ. Et toute bonne réforme doit être une réforme basée sur le fait d'éliminer les injustices à l'égard des femmes. Et que les droits suivent justement cette justice-là. Tout à fait. Merci beaucoup, Nuzha Sqli, présidente du groupe de réflexion et d'action AWAL et ancienne ministre du Développement social, de la Famille et de la Solidarité. Merci. Merci beaucoup. D'avoir été avec nous. Merci Sonia Terrab, réalisatrice et cofondatrice du collectif 490. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à toutes et à tous.